Aujourd'hui, j'ai quitté la prépa. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans. Et je brise ici la continuité logique d'un parcours scolaire toujours au beau fixe. Déléguée de classe depuis la 6e, félicitations à chaque semestre, concours d'écriture, concours d'éloquence en 3e, double 20 au bac de français, tu tentes très bien Sciences Po, bac national, concours général des lycées, bac mention très bien avec un an d'avance et félicitations de jury, bien sûr. Tout ça sans trop me fouler. Tout ce que je sais répondre quand on me demande ce que je veux faire plus tard, c'est que moi, j'aime écrire et parler. En juin dernier, 2022, c'est dans les 5 premières minutes des résultats Parcoursup que je valide mon premier vœu. Classe préparatoire littéraire, la classique Cagnes-Hippocagne, au lycée Chateaubriand de Rennes, l'un des mieux classés en la matière. Aujourd'hui, j'ai quitté la prépa. J'ai écrit à mon prof principal. Ces derniers jours m'ont conforté dans l'idée que malgré le maintien de notre collège, objet, réorientation à l'université. La dynamique de la classe préparatoire ne me permet ni de m'épanouir. Et je ne suis pas la seule. D'autres ont des doutes. On me dit que tout le monde passe par là, et d'autres prennent la tangente sans se retourner. Je me réfugie dans leurs témoignages. Les autres démissionnaires parlent du piège de l'excellence, du mythe de la méritocratie. Et moi, j'aime toujours écrire, parler et comprendre. Et on s'arrêtera pas là. Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il là-bas, de l'autre côté de la grille du lycée Chateaubriand et de tous les autres ? Qu'est-ce que la prépa ? Qui s'y sent bien ? Et des années après, ces compétences dont on nous parle pour justifier pression et contraintes sont-elles toujours à l'œuvre ? La prépa est-elle faite pour toi qui m'écoutes ? Quel est le visage des nouvelles élites intellectuelles et à quel prix en faire partie ? Tel sera l'objet de la dialectique de l'excellence, petite enquête que j'ai décidé de mener et que j'aurais aimé écouter il y a un an. Alors avant toute chose, la prépa, qu'est-ce que c'est ? Les classes prépa littéraires, elles ont été créées dès le 19e siècle et elles ont pour vocation de préparer de très bons élèves au concours de l'école normale supérieure. C'est l'école la plus sélective de France et donc le prestige absolu, la voie royale vers les métiers de l'enseignement et de la recherche, la crème de la crème. Mais ça, c'est que pour 3 ou 4 d'entre nous 100, ce qui est déjà énorme. Heureusement, tout le monde ne vise pas l'école normale sup. Certains sont simplement venus chercher une solide base culturelle et méthodique. C'était mon cas. J'appelais ça l'épanouissement intellectuel. De fait, la prépa, c'est la chance d'être très cadrée durant 2 ans, en petit comité devant des enseignants d'excellence, tous hautement diplômés dans leurs disciplines respectives. Français, philosophie, histoire, géographie, de langue vivante, culture antique, latin ou grec. Des dissertations, beaucoup, des pages et des pages, des lectures obligatoires, des supports complémentaires et des exercices oraux appelés l'école. En soi, rien de tellement neuf par rapport au lycée, si ce n'est le degré d'exigence que je me voyais déjà survolé par le détachement quand j'ai rencontré Gabin en mars dernier. C'était aux portes ouvertes du lycée Chateaubriand et à l'époque, cet étudiant de première année m'avait conforté dans mes perspectives. Lors de mon arrivée en prépa, il est devenu mon parrain. C'est un cagneux spécialisé en philo et moi et mes amis de la prépa lui portons une grande admiration. C'est l'archétype du mec qui s'en sort sans trop de pression. Ça faisait sens d'aller vers lui comme point de départ puisque c'est ce qu'il a représenté pour moi. Bonsoir. Est-ce que tu penses, là donc ça fait 1 an et demi que t'es en prépa, Ouais, est-ce que tu penses que la prépa t'a changé ? bien sûr, mais je pense que ce qui te change de la vie en prépa, enfin, j'ai pas l'impression, bah, évidemment, t'as le point de vue académique de ça m'a changé du point de vue de mes résultats, de ma manière de travailler, etc. Ça, y a pas de doute, mais je pense qu'on s'en fout un peu, enfin, c'est important, mais c'est mineur comparé à ce que ça m'a changé du point de vue humain. Enfin, je veux dire, la prépa, je pense que c'est d'abord des rencontres, enfin, je pense que ça, tu peux en témoigner, même si t'es parti. Ouais. C'est des gens géniaux, quoi, en fait, que tu rencontres, des gens qui correspondent, ou même qui sont juste extrêmement intéressants, extrêmement gentils, extrêmement sympas, très drôles et tout. Si j'étais seul, je partirais. Enfin, il y a aucun doute. Mais disons, je pense que ça dépend de 2 choses. Déjà, la raison pour laquelle t'es venu à la base, c'est-à-dire que moi, c'était même pas prévu, en fait, de venir en prépa. En gros, j'avais postulé pour la Sorbonne en double licence histoire-philo. Sauf que c'était une double licence avec que 20 places en France, et donc j'étais arrivé que quatrième sur la liste d'attente, donc je n'ai pas été pris. Donc je me suis retrouvé en prépa. Alors bon, c'est un plan B cool quand même, hein. Mais c'était pas le plan A, quoi. Donc
Je pense que l'intérêt justement c'est d'avoir conservé quand même cette pluridisciplinarité. Je trouve que l'hippocane sur la première année du coup c'est très aliénant dans le sens où tu as juste des devoirs, des choses à rendre constamment et souvent en plus dans des trucs qui te plaisent pas forcément. Enfin moi la géo ou quoi que ce soit. Donc ce qui me plaît du point de vue scolaire, je pense que c'est juste maintenant surtout cette autonomie que j'ai dans mon travail et quand même l'enseignement qui, il faut le dire, est de grande qualité. Enfin nos profs sont vraiment des, ça dépend. Hein. En général, en tout cas, des bons profs, en tout cas des gens souvent brillants et qui ont des choses à nous apporter. Et moi, il y a quelques profs qui m'ont marqué, tu vois. Ça dépend vraiment de ton tempérament aussi, tu vois. Il y a des gens pour qui ça fonctionne vraiment pas, il y a aucun problème, c'est juste normal en fait. Dans mon cas, ça a fonctionné parce que mon tempérament allait bien avec ce système-là un peu calfeutré. Et puis, vu qu'à côté, j'ai réussi en hippocane à lire une cinquantaine de livres dans l'année, alors que j'étais en prépa. Enfin, je veux dire, j'ai réussi à associer de la lecture, du bon temps avec des copains et en même temps travailler. Donc moi, j'ai pas du tout souffert de ce calfeutrement-là. Et en même temps, bon bah, c'est sûr que j'ai quand même hâte d'aller à la fac pour pouvoir mettre à profit ce que j'ai appris en prépa dans un cadre différent, tu vois. Tu parlais du rapport qu'on a avec les profs. On peut dire qu'on a un rapport assez exceptionnel dans le supérieur de proximité avec eux. Est-ce que tu trouves que donc il y a une certaine reconnaissance qui valorise le travail que tu fournis? Tous les profs, beaucoup de profs peuvent s'en foutre de toi en vrai, hein, faut pas se mentir, ils voient des élèves tous les ans, je veux dire, ils t'oublient très vite, je pense, la réalité c'est ça. Mais il y a quelques profs qui toi te marquent, et je pense que tu peux quand même marquer quelques profs. Je crois que j'ai pas envie d'essentialiser le prof de prépa. Je crois qu'il n'y a pas un prof de prépa, et je pense que chaque prof aborde de manière différente son rôle de prof de prépa. Parce qu'en fait, c'est quand même particulier un prof de prépa, tu vois, c'est des gens quand même, il faut le dire, assez élitistes qui enseignent à des gens qui ont quand même un certain niveau, des profs qui ont tous plus ou moins brillamment réussi dans leur discipline, ou voilà. Tu vois, faut bien distinguer la pédagogie des capacités, des capacités académiques, ce qui n'est pas la même chose. Tu peux être très très bon académiquement et être un très très mauvais prof, savoir faire la part des choses aussi, et savoir ce que tu as à apprendre d'eux, et en même temps dire, bah moi j'aimerais pas faire ça comme ça. Après tout, c'est possible de servir de contre-exemple, mais voilà. Visiblement, il n'aura fallu qu'1 an et demi à Gabin pour prendre un recul vertigineux sur sa condition. Je vais faire un tour à l'Internet Chateaubriand. Comment ça se passe du côté des premières années qui ont l'air de s'en sortir? Moi j'aime bien parce que je m'amuse, je fais des nouvelles copines. Et je l'aurais pas bien vécu si j'avais été toute seule. Parce que je suis comme ça. Donc c'était l'occasion d'avoir une expérience aussi de groupe, plus qu'avant. Le fait d'être à l'internat et à la prépa, mais c'est accentué encore plus par l'internat, on est toujours ensemble et le groupe prime en fait sur l'individu d'une certaine manière. C'est exactement ça. Genre, même si c'est dur, et ça peut être plus dur parce que justement t'as moins de coupures avec le travail, tout ça, bah je trouve que ça aide beaucoup plus. Je pense qu'une prépa, tu la réussis pas seule. Ouais, je suis d'accord. Sidonie était dans ma classe, je la connais à peine. Je la vois comme la force tranquille, la discrétion assidue de celle pour qui ça fonctionne. Elle a fait le choix de l'internat et vit donc au lycée 24 heures sur 24. L'internat, j'ai jamais trop douté, non, parce que je trouve ça cool. Enfin, il y a plein de gens qui sont dans le même état que toi. Donc en soi, si tu veux sortir dans la cuisine, péter un câble, il y a des gens qui sont là. Et la prépa, bah, bien sûr que j'ai eu des doutes, enfin, comme tout le monde, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui fait ces doutes? C'est quoi les petits événements qui engendrent les périodes de doute pour toi? C'est un peu honteux en vrai, mais les mauvaises notes, genre vu que je suis pas habituée, ça fait des gros coups à mon ego, mais vraiment. Et du coup, genre il y a eu des semaines entières où j'avais l'impression que genre, qu'est-ce que je fais ici, quoi, genre pourquoi et ça fait ça fait énormément baisser l'estime de soi, je trouve. Et c'est mon principal point faible, mais du coup, bah, je travaille dessus. Déjà, j'ai envie de dire que je suis pas du tout, je pense, aussi assidue qu'on peut le penser dans la mesure où je passe beaucoup de temps enfermée dans la chambre à dire que je travaille, mais en vrai, je suis très peu efficace, donc je mets énormément de temps à faire peu de choses, donc je travaille pas tant que ça. Et ensuite, du coup, je fais de la guitare classique au conservatoire toutes les semaines, et de la natation synchronisée aussi en club. Moi, je peux pas imaginer, si la prépa avait dû me forcer à arrêter la synchro et la guitare, j'aurais pas fait la prépa, parce que c'est trop nécessaire pour mon équilibre mental, en fait, et donc... bah oui, c'est sûr que ça permet de sortir un peu la tête de là. Les questions, c'est un peu toute la question
L'organisation, disons que déjà je pense que c'est une question il y a différentes choses. Tu peux être extrêmement stressé et avoir besoin de travailler tout le temps pour te rassurer. Et beaucoup ont dû arrêter la prépa parce qu'ils travaillaient trop et que ça les rendait malades. Donc déjà le secret de l'organisation, le secret du travail, c'est le non-travail, si je puis dire, c'est-à-dire trouver des moments de pause en fait. Parce que respirer, ne serait-ce que ne pas penser pendant 3 heures d'affilée à travailler, mais ça c'est un truc vraiment qui s'acquiert avec le temps, parce que en hippocampe, j'aurais pas du tout tenu le même discours parce que je travaillais tout le temps, en fait. Et alors, je voyais les gens, évidemment, mais il n'empêche que c'était souvent même je voyais les gens pour parler de la prépa. Parce qu'en fait, de la prépa, non seulement t'oblige à travailler tout le temps, mais en plus, quand tu travailles pas, de manière un peu aliénante, te force à en parler. Du coup, t'en viens à vivre que pour elle et par elle. Donc, c'est ça aussi un peu le problème, c'est que ça, vraiment, je sais très bien, c'est qu'il y a un caractère totalisant de la prépa, qui est juste en fait t'es cloîtré dans un système qui t'empêche de vivre autrement. Donc pour s'organiser, d'abord il faut réussir à s'émanciper de ça en essayant de se dire j'ai des moments à moi, j'ai une existence hors de la prépa. Je me définis pas que par rapport à ça. Et maintenant où il y a des gens, là on parle que de ça, je leur dis c'est venez, on parle d'autre chose quoi. Là, faut marquer la rupture pour dire ok venez, pendant ne serait-ce qu'un peu de temps, on s'écarte de ça. Et du coup, le travail, à côté de ça, devient plus simple, c'est-à-dire quand on bosse vraiment. Alors, il y a des méthodes un peu, disons, artificielles de fractionner le temps de travail, par exemple. C'est-à-dire, je me dis, là, je me mets un chrono d'une heure et pendant 1 heure, je bosse. En réalité, je pense que c'est aussi une question d'habitude, déjà, à supporter des charges de travail importantes sur des semaines courtes. Faut pas rêver à un moment donné, tu arrives en prépa, on te demande de faire plein de trucs et tu comprends pas trop comment tu es censé faire tout ça en seulement 3 jours. En fait, c'est possible. Au début, tu vas juste, je sais pas comment tu faisais toi au début, mais au début, moi, je passais juste, je travaillais juste tout le temps jusqu'à 00h30, 1 heure tous les soirs, quoi. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à être efficace, et je faisais mes trucs assez lentement, au final. Et puis, à fur et à mesure, où arrive en calme, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai moins de devoirs, mais du coup, j'ai quand même beaucoup de travail, faut pas abuser. Du coup, je fais ça plus vite, je travaille beaucoup, mais quand je dis beaucoup plus, c'est un euphémisme, je travaille beaucoup plus en groupe. C'est-à-dire qu'avant, j'étais souvent seul face à mon bureau. Et je pense que être seul, ça peut permettre par moment de se concentrer, vraiment d'être efficace. Mais le travail à plusieurs en prépa, et c'est la clé en réalité, parce que à plusieurs, tout va plus vite. Dans mon cas, je travaillais déjà beaucoup avant, donc ça m'a pas choqué particulièrement quand je suis arrivé en prépa. Vraiment, j'ai dû travailler. C'est-à-dire que pour des gens qui ont toujours été premiers de la classe toute leur vie sans jamais trop travailler, ça a dû être un peu dur, ça je confirme, parce que je pense que travailler beaucoup aussi, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut se forcer à le faire au début, ça n'y arrive pas bien. Dans mon cas, ça a été assez facile de travailler beaucoup, ce qui était plus dur, c'est de travailler moins, et de penser à moi. Je pense qu'il faut juste trouver une balance entre travailler suffisamment et penser à soi, parce que si le travail devient une charge beaucoup plus qu'un plaisir, et de toute façon, il passera forcément par des moments où c'est une charge, parce qu'en fait, tu peux pas kiffer tout le temps ce que tu fais, c'est possible, enfin, à un moment donné, surtout qu'en plus, quand t'as 8 méthodes différentes, tu peux pas tout aimer. C'est pas possible. Enfin, même si tout est intéressant, il y a pas de problème, mais à un moment donné, quand même, je pense que le but, c'est de trouver sa manière de travailler aussi, qui est, au mieux, si possible, quand même, efficace, ce qui n'était pas trop mon cas l'année dernière. C'est plus le cas maintenant. Après, voilà, il y a aussi une question de capacité. C'est le cas, faut pas te mentir, c'est un peu injuste, mais il y en a qui doivent travailler beaucoup plus que d'autres. Est-ce que tu dirais que t'es heureuse en prépa? Alors, je dirais que je suis contente d'être là et que je regrette pas, dans la mesure où ça m'apporte ce que j'espérais, même si c'est aussi plus dur que ce que je pensais à certains aspects. Ça t'apporte ce que t'espérais, c'est-à-dire la pluralité disciplinaire dont je parlais, c'est-à-dire des profs aussi qui sont assez exceptionnels, je trouve, et qu'on trouvait pas forcément dans le milieu du lycée, et aussi énormément de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et avec qui il y a du lien qui s'est créé hyper rapidement. Être confronté à la difficulté, forcément, ça oblige à prendre sur soi et à s'améliorer sur certains aspects, mais en même temps, je suis pas sûre que le niveau de productivité intellectuelle qu'on exige de nous, ça nous permette de nous épanouir complètement et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on aime et de ce à quoi on veut penser. Et donc au final, c'est peut-être pas la meilleure démarche si le but en venant en prépa d'une personne c'est de se mettre à fond dans ses projets, parce que c'est pas possible en fait, je trouve. C'est très courageux de partir en réalité. Parce que c'est pas facile en fait de se dire je quitte un système qui pourrait m'apporter beaucoup, parce qu'effectivement tu te dis c'est élitiste et tout, donc est-ce que je devrais mieux partir, est-ce que c'est pas
moins bien à la fac. Parce que toujours cette dévalorisation un peu pernicieuse de la fac qui est jamais exprimée clairement mais qui est toujours un peu pensée par les profs ou qui vont te dire bah voilà quand même t'as la chance d'être là donc profites-en tu vois. Ce qui est un peu pernicieux comme discours parce que effectivement c'est bien d'être là mais ce sera pas pire à la fac quoi, pas du tout. Disons que tout le monde n'est pas fait pour la prépa, tout le monde n'est pas fait pour s'encaisser autant de travail et c'est pas grave. C'est vrai que les départs dans une classe peuvent casser un rythme, tu peux te dire bon bah il est parti, est-ce que moi aussi, parce qu'évidemment on sait tous, mais je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas déjà demandé s'il n'est pas leur se barrer. C'est normal de vouloir partir. Et beaucoup de gens ont fait d'un éventuel départ de la prépa un drame. Non, bah, si je pars, en fait, je rate ma vie. On m'a déjà dit ça, quoi. En Hippocrate, on me disait vraiment, mais si je pars, je fais rien. Si je pars, je rate ma vie. Bah, pas du tout, en fait. Mais ça, c'est un truc aussi, c'est dur de dire ça quand on est pris dans un système qui banalise un peu l'évitisme en disant, bah, écoute, t'es vraiment là où tu dois être, t'es là où tu dois rester ta vie. Bah non, c'est pas vrai. Mais ça, faut se rendre compte aussi. À côté de ça, moi, ça a été dur à un moment donné parce qu'en janvier, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis. Et, quand tu vis avec des gens pendant 6 mois, j'abuse, 5 mois en prépa et tout, et qui partent, tu te dis, bah, en fait, il manque des gens, quoi. Il manque des parties de moi qui sont parties littéralement, tu vois. Parce qu'en fait, c'est tellement un système qui rapproche, vous êtes vraiment tous dans la même merde tout le temps, que les départs peuvent faire mal. Mais en même temps, déjà, d'une part, je suis très content pour mes copains qui sont partis, parce qu'ils sont beaucoup plus heureux là où ils sont. Et puis même toi, tu me sens plus heureuse, donc je suis content pour toi. À la différence de la fac, il y a quand même ce truc-là de ça rapproche vraiment, ou en tout cas très très vite. Et ça, c'est quand même impressionnant. Donc les départs font toujours mal. Gabin a raison. Je l'avais remarqué sans vraiment le verbaliser. Ce qu'on partage tous le plus intensément, c'est le cocon du social, l'appartenance à un groupe. Ça se profile dès mes premiers jours en prépa. C'est comme une évidence. On est 5. Gabriel, Julien, Lilou, Fernando et moi. Par eux, je respire. C'est ce que je raconte, et c'est ce qu'on raconte tous à notre entourage. La prépa, oui c'est dur, mais j'ai des copains. On rit ensemble, on pleure parfois, on partage un vrai lien, bien plus qu'ailleurs. Comment ça va? Comment elle va là? Ça va? Tu fais la liste par l'autre côté. Tu fais un podcast. Vous savez que je suis en création d'un podcast. Je suis sûr, c'est-à-dire sur quoi? Mais lui il a rien suivi. Moi j'ai pas suivi. Non, ça c'est. Allez voir la casserole, ça boue énormément. Ça boue énormément, mais ça boue très peu. Ça boue très peu. Le groupe, ça permet de relativiser sa propre souffrance aussi. Non mais si, les fois où on sortait, genre tous les 5, est-ce que vous trouvez que socialement, là si on élargit beaucoup plus à la dimension politique en fait, est-ce que vous trouvez qu'on est un ensemble homogène? Est-ce que vous croyez qu'on est de la même provenance sociale? En vrai, je sais que c'est pas... genre c'est plus un ressenti. Je sais que les gens de la prépa ou quoi que ce soit le font pas volontairement. Mais quand du coup, moi je viens d'un milieu où genre mes parents en gros ils lisent pas de la giga culture, enfin des trucs hyper cultivés. Tu sais genre, tu vois quand il dit ouais Musso et tu sais que tout le monde se fout de la gueule de Musso. Mon daron il adore Musso, tu sais je suis en mode ouais vas-y mon daron c'est une... Enfin je sais pas comment dire mais je me sens moins... Enfin élevé dans un truc moins noble. Ouais. Et, moi, et genre pareil, à la base, je je suis pas du tout... À la base je trouve pas ça moins bien mais genre au final vu que t'es en prépa et que t'as que des gens qui sont comme ça et tout, en fait tu te dis bah merde en fait j'en ai je suis un peu débile quoi. Une vision de la culture en mode il y a la culture avec un signe majuscule. Vraiment, et après, ça par contre c'est chiant. des autres quoi, et c'est pas la tienne. Ouais, c'est possible. Il y a quand même une hiérarchie, que ce soit dans la littérature, dans certains arts, dans... Ce fameux dicton qu'on entend quelquefois, prépa maquée, prépa ratée, est-ce que pour vous il est valide? Moi je pense qu'il est plus ou moins vrai, dans le sens où il y a des soirs, j'accorde de l'importance à ma copine et j'en suis content, tu vois, genre mais je sacrifie à côté de ça des heures de travail, enfin pas même pas des heures, même juste des minutes, des trucs comme ça où tu pars dans un truc où genre je sais que si j'avais pas ma copine, je passerais plus de temps sur la prépa, mais en même temps sans ma copine, je tiendrais pas en prépa parce que genre t'as pas ce truc à côté pour décompresser. Le fait de s'investir dans une relation, être en prépa en même temps, je pense que ça t'enlève une partie de disponibilité psychique. Certainement, c'est-à-dire que t'es pas totalement disponible et tu vis pas forcément complètement dans le monde de la prépa. Mais est-ce que c'est un défaut ou un avantage du coup? Bah, je sais pas. Ce qui est bien quand t'es tous les deux en prépa, parce que j'ai une copine qui est aussi en prépa, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est qu'on se comprend tous les deux notre quotidien et notre
rapport à notre travail, etc. Mais le point négatif, c'est que quand on est tous les deux et qu'on fait autre chose que travailler ou voilà, et ben c'est un peu culpabilisant. Mais ça, je veux dire, c'est c'est pas un énorme défaut à côté des points positifs d'avoir une copine. Nous voilà forcés de le constater, la prépa est une expérience totalisante, dont il est bien difficile de séparer les différents aspects de sa vie personnelle. En y réfléchissant bien, je me suis dit, ne conditionnerait-elle pas aussi notre humour et notre usage des réseaux sociaux ? Je pensais au compte Instagram de mèmes de la classe qui a fleuri le 24 septembre et qui 3 mois plus tard compte déjà plus de 200 publications. Les mèmes sont des images revisitées par des légendes qui ici racontent les blagues privées, les petits événements du quotidien. Et c'est pas un cas isolé. Beaucoup de classes de prépa en ont et c'est pas forcément le cas des autres filières. C'est pour ça que je suis allée voir Mathieu, l'un des 2 créateurs. Justement, cette densité sur notre compte de mèmes met à jour, met en lumière la densité elle-même d'une journée en prépa. Du matin au soir, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup le temps de souffler, la pause méridienne elle-même est expédiée. Au terme d'une journée, le nombre de mèmes postés est un bon indicateur, je trouve, de l'épaisseur de cette journée. Bakhtin a dit que le roman était le journal de l'écrivain. J'essaye de replacer des références d'Iman Marianne. Et je pense qu'on pourrait élargir cette définition du roman au compte de mèmes. C'est le journal du mêmeur. Sans cette prise de distance, ce serait compliqué de supporter les rythmes, je pense. Il faut apporter une touche de fantaisie. Et on le remarque par la présence d'une véritable historiographie, des contes de mèmes qui traitent de la prépa, pas forcément de Chateaubriand, mais qui viennent de toute la France. À force de se prendre au sérieux, on va être trop inscrit dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit jour après jour, dans une sorte de répétition, dans une sorte de boucle. Et si on se prend au sérieux dans un milieu intellectuel, ça risque de faire de nous une personne dure à vivre. Il faut se détacher et apporter de la fantaisie, que ce soit par le mème, par les littératures romanesques. Mathieu m'amène en fait à me poser une question. Qu'est-ce que la traversée de cet univers à part pourra bien faire de nous sur le long terme ? Je me suis tournée vers Clémence, journaliste passée par la prépa il y a maintenant 20 ans, pour en savoir plus. Alors, j'ai eu mon bac en 2002, donc j'ai fait la prépa dans la foulée, donc 2002, de 2002 à 2004, si je me trompe pas. C'était l'Hippocagne-Cagne du lycée Guisto, la section AL, donc purement littéraire en fait. Quel souvenir est-ce que tu en gardes donc, par rapport à cette époque-là ? Est-ce que tu te sentais épanouie en prépa ? Je pense que honnêtement, j'en garde plutôt des bons souvenirs en fait. C'est vrai que c'est une période où tu mets un peu ta vie entre parenthèses, ta vie sociale. En même temps, j'avais un bon groupe de copines du lycée, je les ai pas jamais perdues de vue, voilà. Mais effectivement, le soir, chez moi, c'était beaucoup de travail et les week-ends, je sortais pas autant que mes copines qui étaient en fac, c'est sûr. Ce qui me dérangeait pas plus que ça, en fait. Je crois que j'avais toujours un peu dans l'idée que de toute façon, c'était provisoire, c'était qu'une parenthèse de 2 ans et que ça valait le coup. Et puis, j'en garde d'assez bons souvenirs aussi parce que j'étais plutôt entourée de gens dans la prépa qui étaient assez sympas. Formidable. Et donc, ces capacités que tu cherchais à engranger en prépa, est-ce que tu as l'impression de les avoir trouvées là-bas ? Sur les capacités de travail, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça m'a donné une propension à pas paniquer quand il y a les tâches qui s'accumulent. Voilà, l'idée que de toute façon tu peux y arriver et qu'il suffit de s'organiser et que c'est faisable, quoi. Voilà, donc du coup je pense que oui, ça donne une capacité de réflexion qui m'est encore utile aujourd'hui. Après, moi, je suis arrivée comme journaliste. C'était déjà bien après ma prépa, tu vois. Après, j'ai fait une fac de lettres, puis je suis partie en Erasmus, puis j'ai fait plein de stages, puis j'ai fait une information et communication. Donc, en fait, tu vois, je relis pas très peu finalement. En fait, la prépa t'aide. Je pense comme elle peut t'aider pour n'importe quel métier quand les tâches s'accumulent. Mais par rapport au métier de journaliste, pas forcément plus que ça, quoi. Je pense que maintenant, on est peut-être dans des mondes où c'est pas tant ce qu'on te demande, on te demande plutôt de savoir ce que tu veux, de savoir quelle est ta place, et est-ce que c'est si important que ça de savoir abattre autant de travail. Je dirais même qu'en fait, t'es
peut-être un peu dans une bulle et finalement, moi, ma prépa, moi, elle faisait pas trop l'actualité, elle faisait pas de sciences politiques, de choses comme ça. Donc en gros, ça c'est pas là du tout qu'aurait pu me venir le goût d'être journaliste, quoi. Et est-ce que, donc en termes d'enseignement, est-ce que tout t'intéressait? Est-ce qu'au contraire, tu condamnes certains aspects, certaines approches de la prépa? Oh, bonne question. Moi, dans les enseignements, oui, tout m'intéressait parce que globalement, t'as quand même des profs qui sont très bons. Après, c'est vrai que ça peut instaurer un peu des systèmes de compétition entre certaines personnes, ceux qui veulent vraiment leur concours, par exemple. T'as un lien très particulier qui se noue avec les enseignants, comme t'es dans les petites classes. Donc, tu discutes beaucoup avec eux, t'as un lien très personnel qui se crée. Et puis, parfois, tu peux être tenté un peu d'avoir vraiment envie de leur plaire. Enfin, voilà, donc ça peut créer un peu... Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent, à mon avis. Et ceux qui arrêtent en cours de route, parlons-en justement. Hector, Salomé et moi avons tous les trois pris la fuite mi-novembre, renonçant par cette folie administrative à valider notre premier semestre de classe préparatoire. Je crois qu'on l'a fait consciemment, en connaissant aussi les vertus de ce genre de formation, ce à quoi on renonçait. Et bien sûr, on en a beaucoup discuté. J'étais tout le temps je pars, je reste, je pars, je reste. Et puis, bon, le fait d'être dans cet état, forcément, y a un moment où tu te dis, faut que je fasse quelque chose, parce que j'avance pas, quoi. De pas avoir le plaisir de travailler en ayant le temps de bien faire et de faire des recherches et d'être fière de ce que je rends. Je me suis dit, non, si j'ai vraiment envie de tenter des écoles, je le ferai. Ce sera avec une expérience qui sera autre, mais... On te dit que ça va être moins bien et qu'il va falloir que tu fasses les choses tout seul pour te garder dans le haut du panier. Après, je pense qu'il y a une certaine forme de vérité dans le sens où, forcément, on est censé apprendre beaucoup plus de choses en prépa, mais par exemple, dans mon cas, c'était un peu inefficace dans le sens où j'essayais de faire, mais j'avais pas... Je pense que le cadre me permettait pas d'avoir cette envie-là. Mais à partir du moment où on arrive à se détacher du prestige aussi, et du fait que ça nous prépare à être des bêtes de concours. J'apprenais des choses, mais j'apprenais des choses dans un cadre de concours. C'était un peu le but quand même. Donc, tu parlais du dessus du panier. Est-ce que tu crois que la prépa nous conditionne à faire partie d'une élite ? Oui, je pense que oui. C'est absolu, et même ils nous le disent en fait, c'est hyper explicite. C'est voilà, vous êtes l'élite de la nation, nanana et tout. Ce thème-là revient très souvent dans nos échanges et me ramène à tout un pan du propos de Gabin. C'est propre vraiment, en fait je crois que c'est quelque chose de très très propre aussi à la manière dont la France conçoit l'éducation. Parce que la prépa c'est un système qui n'existe qu'en France déjà. Donc à partir de là, ça signifie bien quelque chose. J'avais lu non, j'ai pas chez moi, mais un livre de Muriel Darmon. C'est une sociologue qui a fait prépa aussi, française, chercheuse au CNRS, etc., normalienne et tout, bref, grande carrière universitaire pour le coup, qui a écrit un livre sur la classe prépa, qui s'appelle La fabrique d'une jeunesse dominante, qui traite tout le long de son ouvrage de sociologie de cette question-là, de l'élitisme propre à la prépa, et de comment est-ce que, justement, par différentes méthodes, on façonne une classe dominante, une élite, pour diriger après la France, etc. Ils sont vrai des mathématiciens plutôt que de nous. En l'occurrence, des littéraires, 3/4 iront à la fac et n'obtiendront pas, même plus que ça, n'obtiendront pas de grands postes particuliers. Mais bon, la vérité aussi est là, c'est-à-dire que c'est pas toute prépa n'a pas non plus les mêmes visées. Ce qui compte aussi que les élèves n'ont pas du tout les mêmes parcours, ce qui rend l'affaire passionnante, mais qui en même temps crée des inégalités nécessaires au départ. C'est-à-dire que des élèves arrivent en prépa en ayant fait des très bons lycées, en ayant eu accès à beaucoup de lectures, en ayant des parents et aussi très cultivés, par exemple, qui eux aussi ont fait des grandes écoles. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un énorme système de reproduction sociale en prépa, qui fait qu'en fait, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des élèves qui rentrent à Normal Sup, par exemple, sont des fils de normaliens, en fait. Mais oui, il y a des profs qui, par leur culture immense, te montrent bien que t'es pas du même monde. Et tu le sais. Maintenant, je préfère en rire, me foutre un peu de leur gueule, tu vois, me dire, voilà, il y a ce côté un peu cynique, en mode, voilà, écoutez, regardez, je suis la culture, je l'étale, regardez comme je suis plus intelligent que vous. Et du coup, t'es dans tu fais partie d'une élite que moi, j'affectionne pas particulièrement et dont j'avais pas du tout envie de faire partie. La différence entre la prépa et la fac ? Le temps et
Ce que je pensais trouver comme différence, ce que j'ai pas trouvé, c'est la qualité des cours, qui est la même. Nous voici, au moins pour cette fois, au bout de cette petite enquête. J'espère qu'elle aura pu brosser un portrait suffisamment précis d'un univers très très à part. Et je tiens à remercier Gabin, Sidonie, Mathieu, Clémence, Lilou, Nora, Gabriel, Julien, Fernando, Hector et Salomé. Et toutes les voix qui, par leur témoignage, auront su rendre la richesse des regards portés sur les classes préparatoires. Et à toi, lycéen qui prépare sa prépa ou qui hésite encore, voici quelques conseils. Je pense que si on a l'occasion, autant le faire. Mais si on n'est pas sûr, il faut juste se dire que si on arrête, c'est pas grave. Faut juste pas avoir de regret de partir. Vous pouvez pas vous rendre compte de si ça vous va ou pas la prépa avant d'avoir testé. Donc si vous avez des doutes, mais que vous savez dans quoi vous engagez, bah allez-y. Et même si vous partez, bah c'est pas grave, il y a pas de temps perdu. Hein. Oui, c'est ça. Faut pas se formaliser sur les classements, les trucs comme ça. Et dans tous les cas, c'est des choses qui s'apprennent. Et si tu changes, il n'existe pas des erreurs d'orientation, c'est toujours des choses que tu as appris en plus. Les notes, ça, c'est rien, donc même si vous avez 0,75 en latin... En fait, si on se dit trop que c'est nul, on n'a pas envie d'y aller. Mais si on se dit que ça va être génial, on va tomber de haut, donc comme toujours, c'est un peu un équilibre. Juste genre, si tu vas pas bien, pars, parce que le but, au-delà, alors évidemment, il faut pouvoir réussir sa vie. Je sais pas ce que ça veut dire, réussir sa vie, mais en tout cas, il faut pouvoir faire des choses qui nous plaisent, mais ce qui compte, c'est d'abord toi, ton bien-être, et c'est tout, quoi. Il faut accepter d'être gentil avec sa santé mentale. Enfin, vraiment prioriser le sommeil au travail, parce que même si sur le moment ça peut nous paraître la fin du monde parce qu'on va pas réussir à finir... Au bout d'un moment, il faut aller se coucher. Au bout d'un moment, on peut pas tout finir. Si vous avez des trucs à faire, à 22h, arrêtez tout et dormez. Ouais, clairement. Ça, c'est vraiment... Ouais, dormez s'il vous plaît. Pas paniquer. Paniquer, c'est contre-productif au possible. En vrai, j'ai un conseil, déjà, c'est lire le mythe de Sisyphe de Camus. Parce que en vrai, ça aide vraiment, par contre, sans vanne. Lisez, je vous jure, c'est trop bien de lire en fait. En vrai, lisez, hein, les gars. Ne pas renier des goûts qui pourront être jugés comme de la sous-culture. Le conseil, c'est juste de rester curieux, si jamais on l'a à la base. Ce serait de pas se mettre la pression et de toujours se rappeler qu'en fait, quoi qu'il s'y passe, ce sera toujours bon à prendre, en fait.